Je me voyais entouré de mes potes, parfois seul, le bras en l'air comme si j'entourais une silhouette absente. Quand j'étais enfant, je passais beaucoup de temps dans la maison de vieux-parents. Elle était pleine de pièces sombres, de meubles anciens, et l'un d'eux attirait toujours mon attention, une énorme armoire en bois, imposante comme une tour, qui semblait écraser la chambre où elle se trouvait. On m'avait expressément interdit de m'en approcher, ce qui bien sûr ne faisait qu'attiser ma curiosité. Une nuit d'insomnie, incapable de résister, j'ai décidé d'enfreindre la règle. J'ai traversé le couloir sur la pointe des pieds, le cœur battant, et me suis glissé dans la chambre. L'obscurité y était lourde et silencieuse, mais en fixant l'armoire, j'ai entendu un son étouffé, un grognement rythmique. Plus j'avançais, plus le bruit devenait distinct, comme si quelqu'un se cachait juste derrière la porte. Je me suis approché au point de poser la main sur la poignée glacée. J'ai tourné lentement, jusqu'à entendre un petit déclic métallique, et j'ai tiré la porte d'un coup sec. À l'intérieur, accroupi devant une bougie presque consumée, se tenait un homme blafard, aux cheveux filandreux, le visage convulsé de rictus. Il poussait des grognements en tenant un furet empaillé qu'il caressait avec frénésie. Quand nos regards se sont croisés, il a éclaté d'un rire dément, un rire sec et déformé. Je me suis mis à hurler et j'ai foncé vers la sortie, mais la porte refusait de s'ouvrir, comme si elle était scellée. Le rire s'est brusquement interrompu. J'ai osé tourner la tête et il n'y avait plus personne. Plus d'hommes, seulement la bougie vacillante et le furet immobile. Puis un grincement sourd a résonné, et un souffle glacé s'est engouffré hors de l'armoire, si puissant que la flamme et le furet se sont désintégrés en une vapeur grise, emportée comme de la fumée. Dans le même instant, la porte de l'armoire s'est claquée violemment, laissant la pièce replonger dans le silence. Je suis resté figé quelques secondes, incapable de respirer, avant de me précipiter en courant à travers la maison. Je n'ai plus jamais osé retourner dans cette chambre, ni poser les yeux sur cette armoire. Pourtant, à chaque souvenir, j'entends encore au loin ce rire sec et je sens ce souffle glacial me frôler la nuque. Il m'arrive quelque chose d'étrange depuis un certain temps, les lampadaires et d'autres lumières s'éteignent quand je passe à côté, que je sois à pied ou en voiture. Cela ne se produit pas systématiquement mais assez souvent pour que j'exclue la simple coïncidence. Au début je pensais que mes phares touchaient un capteur et que le lampadaire se trompait en croyant qu'il faisait jour, mais cette explication n'a pas tenu longtemps car le phénomène est arrivé plusieurs fois alors que je promenais mon chien dans des rues désertes. Plus je l'observe et plus je me demande si ce n'est pas un signe, comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait à établir un contact. Parfois j'ai l'impression qu'une présence m'accompagne dans l'ombre, une force invisible qui choisit précisément ces moments pour se manifester à travers l'extinction des lumières. Peut-être qu'il s'agit d'un message venu d'un autre monde, ou d'une dimension parallèle qui tente de franchir la barrière entre leur réalité et la mienne. Alors voilà, hier, moi et deux amis jouions au Monopoly jusque vers 5h30 du matin, on vit tous avec des rythmes de nuit donc c'est normal pour nous. Moi et mon ami, appelons-la Samantha, étions en train de perdre face à son copain, qu'on appellera Tim. Tim lance les dés, avance son pion, et tombe sur une propriété jaune. Il dit qu'il veut l'acheter, mais avant même de payer ou de recevoir la carte, il se lève en disant qu'il doit aller aux toilettes. Samantha commence alors à chercher la carte jaune pour lui donner à son retour, mais impossible de la trouver. Elle cherche partout, je cherche aussi. On soulève le plateau, on regarde sous les coussins, entre les oreillers, par terre, rien. Et là, au moment où Tim revient dans la pièce, Samantha regarde et s'écrie « Oh mon Dieu, il a déjà la carte !» Il s'assoit tranquillement et dit « Oui, vous me l'avez donnée avant que j'aille aux toilettes. » Samantha et moi, on se regarde genre. Quoi? On sait pertinemment qu'on ne lui avait pas donné la carte, vu qu'on venait de passer plusieurs minutes à la chercher partout. Lui, il insiste, mais si, vous me l'avez donnée avant. Il nous donne même l'argent pour l'achat, parce qu'il savait qu'il devait quand même payer. Donc aucune tentative de triche. Mais nous, on reste sous le choc.
On est sûr et certaine de ne pas lui avoir donné cette carte avant qu'il parte. Et lui, il est tout aussi sûr du contraire. J'ai regardé Samantha et je lui ai dit, « Meuf, on vient de changer de ligne temporelle, parce qu'il n'y a aucune explication logique à ça. » Franchement, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on a sauté de timeline? Encore une fois, on n'était pas fatigué au point d'halluciner, rester éveillé jusque-là est normal pour nous. Mon mari et moi habitions autrefois près d'une maison abandonnée assez étrange. Elle ne semblait pas l'être depuis très longtemps, pourtant elle donnait cette impression de solitude et de silence que l'on ne retrouve que dans des lieux délaissés. Le chemin pour y accéder était si étroit qu'on aurait dit qu'il avait été tracé à la hâte, un simple passage à travers les arbres. Autour de la maison, on trouvait des objets éparpillés sans logique, des morceaux de métal rouillés, des jouets cassés, des outils sans manches, comme si les habitants étaient partis en laissant derrière eux des fragments de leur vie. L'endroit se trouvait juste à la lisière de la ville, tout près d'un grand immeuble d'appartements et d'une rue très fréquentée, et pourtant, cachée dans ce coin de bois, la maison paraissait appartenir à un autre monde. Puis un jour, elle a disparu. Pas de ruines, pas de fondation, pas de traces de travaux, seulement une petite clairière là où se dressait autrefois la bâtisse. Le sol n'avait pas été retourné, aucun engin ne semblait être passé par là. C'était comme si la maison n'avait jamais existé, comme si elle s'était volatilisée en emportant avec elle les secrets de ceux qui l'avaient habitée. La seule chose qui restait, posée au bord de la clairière, était une partie de vélo d'enfant, un guidon tordu relié encore à une roue. Hier après-midi, j'étais dans la file à la caisse du Grocery Outlet. La femme devant moi demande au caissier le prix d'une boisson en bouteille, un genre de jus d'environ 50 centilitres. Le caissier lui dit 1,99 $ ou quelque chose comme ça. Elle répond que c'est un super prix, demande d'en payer 3 et précise qu'elle va courir en chercher 2 autres après avoir fini de passer à la caisse. Le caissier s'exécute et termine l'encaissement. Je jette un œil pendant qu'elle paie et que le caissier emballe ses affaires. Je regarde directement 3 bouteilles de jus. Celle qu'elle avait posée sur le tapis quand je me suis mis derrière elle et, j'imagine, les 2 autres qu'elle payait sur le moment. Toute la scène a duré environ 40 secondes. La femme n'a certainement pas quitté la file pour aller chercher les autres bouteilles. Elle n'était pas exposée près des caisses, encore moins du côté de la sortie. Elle n'avait au départ qu'une seule bouteille. Elle avait 4 ou 5 articles en tout et ce jus était le dernier qu'elle avait posé avant de tendre le séparateur pour que je puisse commencer à déposer mes courses. Elle a vérifié le prix, a dit qu'elle paierait 2 bouteilles en plus et qu'elle irait les chercher après. Et puis elles étaient simplement là. Le caissier les a mises dans le sac, la femme a payé, a proposé à une autre cliente de l'aider avec ses sacs. L'autre a décliné. Elle a pris ses courses et a quitté le magasin. Si les jeux vidéo ne m'avaient pas habitué aux petits bugs, j'aurais eu du mal à faire semblant de ne pas avoir vu un petit événement impossible et banal se produire. Je n'ai aucune idée si la dame ou le caissier ont remarqué que les bouteilles s'étaient matérialisées et ont fait mine de ne rien voir. Ou si nous étions tous les 3 complètement sidérés tout en faisant comme si de rien n'était. Au moment même, je pensais être le seul à l'avoir remarqué. Maintenant je me demande. Un soir, je rentrais de l'école en empruntant l'autoroute. La fatigue me pesait lourdement, mes paupières étaient lourdes, mais je me répétais que j'avais déjà conduit dans cet état et que je tiendrais bon jusqu'à la maison. Pour rester éveillé, j'ai monté le volume de la musique et entrouvert la fenêtre afin de laisser entrer l'air frais. Puis j'ai cligné des yeux. Quand je les ai rouverts, j'étais 5 km plus loin. Ma voiture roulait toujours dans la même voie, parfaitement calée sur la limite de vitesse, et je suivais les courbes de la route sans le moindre écart. Mon corps avait pris le relais, comme s'il s'était transformé en une machine autonome. Pendant quelques secondes je n'ai pas compris ce qui venait de se passer, j'avais l'impression de me réveiller d'un rêve en pleine réalité. Je sais que j'ai eu une chance incroyable ce soir-là, et que les autres conducteurs aussi, car rien n'aurait empêché un accident. Pourtant, ce qui me hante encore, c'est cette question à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse.
Comment ai-je pu parcourir une telle distance, garder la trajectoire et respecter la vitesse avec les yeux fermés? Était-ce simplement mon corps qui avait basculé dans une sorte d'autopilote mystérieux, ou bien autre chose qui guidait mes gestes à travers l'asphalte et les virages? Parmi toutes les choses étranges et paranormales qui me sont arrivées dans la vie, et il y en a eu beaucoup, celle-ci est de loin la plus inexplicable. En 1996, j'avais 12 ans et je vivais avec ma mère et mes frères et sœurs. J'adorais les bagues en argent, ma mère m'en offrait souvent en cadeau, mais elle m'avait aussi donné 3 bagues qu'elle avait fabriquées elle-même dans les années 1970, quand elle faisait de la bijouterie. Étant faites à la main, elles étaient uniques, impossibles à retrouver ailleurs. Un jour, un ami de ma mère, Duncan, est passé pour nous proposer de nous emmener à la plage. Nous vivions à environ 40 minutes de la côte, sans voiture, alors nous étions excités et nous avons accepté. Arrivés sur place, la plage était vide. Nous avons posé nos affaires sur le sable. Comme je ne voulais pas perdre mes bagues dans l'eau, je les ai soigneusement mises dans un petit sac en plastique que j'ai enfoncé dans la pointe de mes sandales à lacets. Puis j'ai empilé mes vêtements par-dessus. J'étais très précautionneux, je tenais énormément à ces bagues. Nous avons nagé une bonne heure, sans voir personne d'autre arriver sur la plage. J'avais l'œil sur nos affaires, elles n'étaient pas loin de nous. Mais quand je suis sorti de l'eau et que j'ai voulu récupérer mes bagues, la chaussure était vide. Plus de sacs. Rien. Tout ce qui était posé au-dessus n'avait pas bougé. Nous avons fouillé longtemps, mais rien à faire, les bagues s'étaient volatilisées. J'étais bouleversé, je ne comprenais pas comment elles avaient pu disparaître sans que personne ne les touche. J'ai fini par me dire que je les retrouverais un jour, sans savoir comment. Les années ont passé. Avec l'arrivée d'Internet, j'ai dessiné les bagues et je postais régulièrement sur des groupes Facebook de la région pour demander si quelqu'un les avait vues ou retrouvées. Jamais aucune réponse. Entre-temps, nous avions déménagé plusieurs fois, de plus en plus loin de cet endroit. Nous avons même dû tout abandonner une fois à cause de violences familiales, ne gardant que très peu d'affaires. Plus tard, j'ai eu mon propre logement, puis je suis revenu vivre chez ma mère. En 2019, nous avons emménagé dans une maison que j'appellerai Maison A, à 4 heures de route de la plage où les bagues avaient disparu. Comme elle était petite, nous avons dû stocker pas mal de choses dans le cabanon du jardin, notamment une petite commode à 3 tiroirs remplis de perles et fournitures de bijouterie de ma mère. Nous nous en servions parfois, puis, peu à peu, le cabanon est devenu encombré. Pendant au moins 2 ans, nous n'avons plus ouvert ces tiroirs. J'étais d'ailleurs le dernier à y avoir touché, ma mère n'aimant pas descendre au cabanon. En mai de cette année, nous avons dû déménager à nouveau. J'ai donc entrepris de vider le cabanon. En ouvrant le premier tiroir de la commode, j'ai eu un choc. Là, posée devant moi, se trouvait une des bagues de ma mère que j'avais perdue à la plage en 1996. J'ai éclaté en larmes, je l'ai portée à ma mère qui n'en revenait pas. Nous ne l'avions pas vue depuis 27 ans. C'était l'une des bagues que j'avais dessinées et dont j'avais parlé en ligne à maintes reprises. Elle n'était pas là la dernière fois que j'avais ouvert ce tiroir. Les tiroirs étaient fermés, aucune bête n'aurait pu y entrer. Personne ne pouvait non plus pénétrer dans notre jardin sans que nos chiens aboient comme des fous. Et même s'ils avaient réussi, il aurait fallu franchir les montagnes de boîtes entassées, ouvrir un tiroir précis, y déposer cette bague, puis tout remettre en place. Qui ferait ça? Et pourquoi ramener une seule bague, 3 décennies plus tard, sans un mot, alors qu'il aurait suffi de me contacter sur Internet? Certains ont suggéré que j'avais dû la garder sans m'en rendre compte. Mais non, elles étaient toutes avec moi ce jour-là, et la douleur de leur perte m'a hanté pendant des années. Je n'aurais pas oublié en avoir une. Aujourd'hui, je suis bouleversé mais heureux d'avoir retrouvé au moins une des bagues. J'aimerais retrouver les autres aussi. Mais je n'ai absolument aucune explication sur leur disparition si étrange, ni sur la réapparition tout aussi inexplicable de celle-ci, presque 30 ans plus tard. Il y a de nombreuses années, alors que j'étais en classe de 3e, il y avait une fille dont j'étais éperdument amoureux. Nous avons fini par obtenir notre diplôme et je n'avais jamais eu le courage de lui avouer mes sentiments. Pourtant,
Tout l'été qui suivit, je pensais à elle sans cesse, même si je n'avais ni son numéro ni aucun moyen de la contacter. Une nuit, j'ai fait un rêve incroyablement vif. Dans ce rêve, je la rencontrais par hasard dans un centre commercial, et tout me paraissait si réel que, au réveil, j'étais convaincu que c'était un signe, un message de quelque chose qui dépassait la simple coïncidence. Le lendemain, persuadé qu'il s'agissait de mon destin, j'ai pris mon vélo et pédalé jusqu'au centre commercial. J'ai roulé un moment autour du parking, et soudain, je l'ai aperçue, assise dans une voiture. Mon cœur s'est emballé. J'ai garé mon vélo, je suis entré dans le bâtiment et j'ai commencé à marcher entre les allées bondées. Quelques minutes plus tard, je suis tombé nez à nez avec elle, en train de se promener avec sa famille. Mon courage m'a trahi, je n'ai fait que lui adresser un sourire timide et lui dire un simple « salut » avant de continuer mon chemin comme si de rien n'était. Puis j'ai repris mon vélo et je suis rentré chez moi, le cœur battant et l'esprit rempli de questions. Je ne suis pas quelqu'un qui croit vraiment aux choses surnaturelles, pourtant cet épisode reste gravé en moi comme l'un des plus étranges que j'ai vécu. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment l'endroit idéal pour raconter ça, mais je devais le partager quelque part. Voilà, je travaille au même endroit depuis 8 ans et je suis manager depuis 5 ans. Quand j'ai été promu, on m'a donné le code du coffre où l'on met les dépôts du soir. Et bizarrement, ce code m'a semblé immédiatement familier. C'était le plus facile à retenir parce que j'avais l'impression de le connaître déjà. Il m'a fallu un moment pour comprendre, puis un jour, ça m'est revenu, j'étais transporté dans la file de la cantine au collège, en train de taper mon code à 5 chiffres sur le petit clavier pour payer mon repas. J'ai eu un choc. C'était dingue comme coïncidence, surtout que ce n'est pas moi qui avais défini le mot de passe du coffre. J'ai essayé de me dire que ce n'était qu'un hasard incroyable, mais j'en ai parlé à tous mes employés et collègues depuis des années, et tout le monde trouvait ça vraiment étrange. J'ai dû raconter cette histoire à au moins 20 personnes. Puis, il y a environ un mois, un lundi ordinaire, je vais chercher les dépôts dans le coffre pour ma tournée hebdomadaire à la banque, et le code ne marche pas. Je le saisis 3 fois, le coffre se bloque. Je suis perdu. Alors je vais dans mes notes sur mon téléphone, là où j'avais sauvegardé le code original donné quand j'étais devenu manager. Et là, je découvre que ce n'est pas du tout le même numéro. Un code complètement différent, que je n'ai jamais changé. D'ailleurs, je ne sais même pas comment le changer. Pourtant, j'essaie ce nouveau code, et le coffre s'ouvre. C'est tout ce que je sais. Je suis certain de ne pas avoir inventé ça pendant 5 ans, et je n'ai jamais modifié le code du coffre ni celui noté sur mon téléphone. Une nuit, j'avais 12 ou 13 ans, je dormais chez un ami. Vers 2 ou 3 heures du matin, nous étions assis à la table de la cuisine en train de jouer aux cartes. À un moment, je lève les yeux du jeu et dans le reflet de la fenêtre au-dessus de l'évier, j'aperçois son père. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre, juste derrière moi. Il avait l'air fatigué, comme quelqu'un qui vient de se réveiller. Je n'y ai pas prêté grande attention, car je savais qu'il travaillait à des horaires étranges et je me suis dit qu'il faisait sans doute un passage rapide. Pourtant, les minutes ont passé et je me suis rendu compte qu'il n'avait pas bougé. Il n'était pas allé prendre sa douche, il n'était pas allé dans le salon, et il ne nous avait même pas adressé un mot. Intrigué, je demande à mon ami, « Et, ton père est allé où ?» Il me regarde avec une expression de totale incompréhension et me répond, « Mon père ? Il est parti travailler à 9 heures. » À ce moment-là, je me rappelle soudain que nous étions arrivés assez tard chez lui et que, de fait, je n'avais jamais vu son père cette soirée-là. Mon sang s'est glacé. J'ai commencé à bafouiller en lui expliquant que je l'avais vu debout derrière moi, dans la porte de sa chambre. Mon ami, persuadé que je voulais simplement lui faire peur, a cru que j'inventais tout ça pour ajouter un peu de frisson à nos histoires de fantômes. Mais moi, je savais ce que j'avais vu. Hier, moi et mon ami B étions en voiture pour aller chercher notre autre ami F. Plus tôt dans la journée, en parlant au téléphone, F m'avait dit qu'elle avait cassé un ongle et qu'elle l'avait perdu. Elle était vraiment déçue.
L'après-midi, B et moi montons dans la voiture pour aller la chercher et là, on trouve son ongle manquant sur le siège passager. On savait que c'était le sien parce qu'il avait un motif très spécifique qu'elle avait choisi et conçu elle-même, et aussi parce qu'elle était assise sur ce siège la veille. On s'est dit trop bien, elle va être super contente. On arrive chez elle, elle monte dans la voiture et toute excitée elle nous dit « Regardez les gars, j'ai retrouvé l'ongle, il était sous mon lit » et elle nous montre sa main avec tous ses ongles intacts. B et moi, on se regarde complètement perdus. Alors on lui raconte tout et on lui montre l'ongle trouvé dans la voiture. Là, elle a totalement paniqué. Je n'exagère pas, depuis hier elle vit une sorte de déréalisation, elle est anxieuse et elle se sent mal. On lui a donné l'ongle mais maintenant on regrette, parce qu'elle n'arrête pas de l'analyser. On sait à 100% que c'est bien le sien parce qu'elle avait imaginé ce motif pour la sortir au thème de son anniversaire qui arrive bientôt. Elle n'avait jamais eu ce design auparavant. Personne d'autre que nous ne connaît ce modèle ni cette forme d'ongle. Et le plus étrange, c'est que les deux ongles, celui qu'elle dit avoir retrouvé sous son lit et celui trouvé dans ma voiture, portent la même marque typique d'un ongle qui s'est détaché. Avec B, on est complètement perturbé. J'ai aussi posté cette histoire ailleurs parce que B a suggéré qu'on cherche des avis. Elle a plaisanté en disant que la simulation a bugué, mais je n'ai jamais vraiment pris ce genre d'idée au sérieux. Je suis plutôt spirituel, j'ai l'habitude de penser la conscience dans une perspective non matérielle, mais je n'avais jamais envisagé la vie comme une simulation. Et franchement, ça me fait un peu peur. Enfin, beaucoup. Quand j'étais en classe de 5e, je me souviens être entré un matin dans mon cours d'anglais. La salle avait été réorganisée, tous les bureaux étaient rassemblés par groupe de 4 et l'enseignant nous avait demandé de travailler en binôme pour réviser avant un test. Nous avons étudié un moment, puis nous avons passé ce fameux test. Après cela, je me suis réveillé chez moi, comme si tout cela n'avait été qu'un rêve ordinaire. Pourtant, le lendemain, quand l'heure du cours d'anglais est arrivée, j'ai eu une sensation de déjà-vu si forte que j'en ai eu des frissons. La salle de classe était identique à celle de mon rêve, les bureaux regroupés exactement de la même manière, les mêmes partenaires autour de moi, les mêmes manuels ouverts sur les tables. Et puis, le test est arrivé, exactement le même que celui que j'avais déjà fait en rêve. Je connaissais déjà toutes les réponses. J'étais tellement troublé que j'ai commencé à demander aux autres élèves si nous n'avions pas déjà fait cet exercice la veille, mais tout le monde me regardait comme si j'avais perdu la tête. Personne ne comprenait de quoi je parlais. J'ai gardé pour moi l'impression étrange d'avoir vécu 2 fois la même scène, comme si j'avais entrevu le futur quelques heures avant qu'il ne se produise. Quand j'étais petit, peut-être 6 ou 7 ans, je m'étais couché pour dormir un soir. Petite précision, j'ai une très mauvaise vue. Avec mes lunettes, j'ai presque l'air du personnage Bubbles dans Trailer Park Boys. Alors que j'étais allongé, prêt à m'endormir, j'ai vu un visage dans le haut de mon placard. Ce n'était pas un visage humain. Il était très déformé et semblait briller. On aurait dit qu'il était fait d'électricité, comme si on voyait le courant circuler à travers ses traits pour l'illuminer. La couleur était un mélange de blanc, de vert et de jaune. J'ai frotté mes yeux, mis mes lunettes, mais il était toujours là. Lentement, il a commencé à descendre de l'étagère. J'ai crié pour appeler ma mère, complètement paniqué. Elle est arrivée, a allumé la lumière, je lui ai expliqué ce que je voyais. Elle a balayé ça d'un geste, comme si ce n'était rien. Les années ont passé. Nous avons déménagé dans une autre ville. 10 ans plus tard, j'avais environ 16 ans. Un soir, alors que chacun devait se débrouiller pour préparer son dîner, j'étais dans la cuisine quand ma mère m'a demandé, de but en blanc, si je pensais que l'ancien appartement où nous vivions pouvait être hanté. J'ai éclaté de rire et j'ai répondu quelque chose comme « Tu es sérieuse ? Tu ne te souviens pas de la nuit où je hurlais et où je t'ai dit qu'il y avait un visage dans le placard ?» Elle s'en souvenait, mais elle avait pensé que j'étais juste un enfant réveillé d'un cauchemar. Puis elle m'a confié que les week-ends où j'étais chez mon père, mes parents étant divorcés,
elle se retrouvait parfois à faire du linge et découvrait la lumière de ma chambre allumée. Elle l'éteignait, mais elle se rallumait plus tard dans la nuit. Elle était tellement effrayée qu'un jour, elle est entrée dans la chambre et s'est adressée à ce qu'elle croyait être un esprit. Elle lui a expliqué que c'était désormais notre maison, qu'il devait partir et trouver la paix avec ce qui avait pu se passer là. À partir de ce jour, la lumière ne s'est plus jamais rallumée toute seule. Il y a environ 1 an, j'ai vécu quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer, une sorte de faille dans la réalité, comme un véritable bug dans la matrice. Un matin, je conduisais pour aller au travail et j'avais un autocollant posé sur le siège passager. Je voulais le coller plus tard dans la soirée, alors je gardais un œil dessus pour ne pas le perdre. À un moment, j'ai pris un virage un peu trop vite et l'autocollant a glissé du siège jusqu'au sol. Rien d'anormal jusque-là. En arrivant au travail, je décide de le ramasser. Mais impossible de mettre la main dessus. Comme je tiens ma voiture toujours impeccable, je me suis dit qu'il ne pouvait pas s'être caché bien loin. J'ai fouillé pendant un bon quart d'heure, sous les sièges, entre les coussins, dans les rangements, partout. Pas la moindre trace de l'autocollant. À force, j'ai fini par abandonner et je suis allé travailler en me disant que c'était une perte ridicule mais pas bien grave. Plusieurs heures plus tard, à la fin de ma journée, je retourne à ma voiture. Je monte côté conducteur et là, je reste figé. L'autocollant est là, posé bien en évidence sur le siège passager, exactement là où il se trouvait au départ, comme si rien ne s'était jamais passé. J'étais certain de l'avoir cherché partout, d'avoir inspecté chaque recoin, et pourtant il avait réapparu à sa place d'origine, comme s'il avait toujours été là. Je ne comprends pas comment c'est possible, ni pourquoi cet objet anodin a semblé disparaître de la réalité pour revenir ensuite sans explication. C'est peut-être une illusion, ou un simple trou de mémoire, mais au fond de moi, j'ai la sensation d'avoir assisté à un phénomène qui échappe totalement à notre logique. Au lycée, mon grand-père a eu un cancer du pancréas. L'un de ses 6 enfants descendait toujours lui rendre visite à tour de rôle. À un moment, son état s'est aggravé et mon oncle a appelé ma mère, qui habitait la plus proche de tous, pour lui dire de venir immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. 2 semaines auparavant, j'étais descendu avec elle pour lui dire au revoir. Cette fois, elle m'a proposé de rester à la maison pour surveiller les lieux. Je me suis donc couché ce soir-là en pensant que ma famille partirait vers 4 heures du matin. Au matin, je me suis réveillé au bruit d'un verre brisé. J'ai regardé l'heure, 7 heures. J'ai paniqué en pensant que quelqu'un essayait déjà de s'introduire dans la maison. Je suis descendu en courant et j'ai vu le reste de ma famille rassemblée dans le salon autour d'un miroir cassé au sol. J'ai appris que mon grand-père était décédé plus tôt dans la matinée et que mon oncle avait appelé pour dire de ne pas venir. Ce qui était étrange, c'est que ce miroir d'environ 3 mètres sur 1 mètre était accroché au-dessus de la cheminée. Comme il était grand, beaucoup d'objets se trouvaient en dessous, des bougies, des cadres, des livres, des bibelots. Rien de tout cela n'avait bougé, seul le miroir était tombé. Plus étrange encore, il avait atterri face vers le haut. Et ce qui rendait l'événement encore plus improbable, c'est qu'il n'était retenu que par 2 clous au coin supérieur. Pour que les deux se décrochent exactement en même temps, que le miroir bascule suffisamment pour effectuer une rotation complète, tombe face vers le haut et ne fasse tomber aucun objet de la cheminée, cela semblait quasiment impossible. C'était comme si quelqu'un l'avait soulevé et jeté volontairement au sol, face visible. Les clous étaient intacts, les crochets à l'arrière du miroir aussi. Nous n'avons toujours aucune idée de ce qui s'est passé ni comment cela a pu arriver. Quand j'étais enfant, vers 6 ou 7 ans, j'avais une amie imaginaire. Elle s'appelait Jessica. Elle avait de longs cheveux roux flamboyants, exactement comme les miens à l'époque, et elle me tenait compagnie quand je n'avais personne avec qui jouer. Pour moi, elle était réelle, je la voyais, je lui parlais, et sa présence rendait mes journées moins solitaires. Un jour, mes parents ont fini par perdre patience. Ils m'ont expliqué que Jessica n'existait pas, que ce n'était qu'une invention de mon imagination. J'ai eu le cœur brisé,
mais je les ai crus. Alors, peu à peu, j'ai essayé d'accepter qu'elle n'était qu'un personnage inventé dans ma tête. Quelques jours plus tard, alors que je feuilletais le journal, ce qui était une habitude un peu étrange pour un enfant de mon âge, je suis tombé sur une photo en dernière page. J'ai senti mon souffle se couper. C'était elle. Jessica. Exactement comme je l'avais toujours imaginé, les cheveux rouges, le sourire éclatant. Pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression qu'elle me regardait à travers l'image. Puis j'ai lu l'article, et mon sang s'est glacé. Il racontait qu'une famille entière avait péri dans un incendie, à seulement quelques kilomètres de ma maison. Parmi eux se trouvait une petite fille du nom de Jessica. La date du drame remontait à une semaine avant que je découvre cette photo, ce qui correspondait au moment exact où elle avait cessé d'apparaître à mes côtés. Depuis, je n'ai jamais cessé de me demander qui était vraiment Jessica. Était-ce une pure coïncidence ? Mon imagination avait-elle créé un double parfait d'une enfant qui existait réellement, ou bien son esprit cherchait-il un ami, quelqu'un avec qui passer un dernier moment, avant de disparaître à jamais ? Je me souviens de cela parce que j'ai été terrifié au plus profond de moi pendant 3 semaines entières. On pourrait dire que c'était un déjà-vu, mais pour moi, c'était autre chose. J'avais rêvé que mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et moi étions à table en train de dîner. Tout allait bien, puis soudain mon père reçoit un appel de mon oncle qui lui annonce que mon grand-père est mort. J'ai vu sa réaction et l'instant d'après je me retrouvais à l'enterrement de mon grand-père, juste à ses pieds. Tout le monde autour de moi pleurait. Je portais un t-shirt blanc et un jean noir. Je relève la tête et je vois la fille de mon grand-père arriver de Dubaï en train de pleurer bruyamment. Ce choc m'a réveillé. J'ai alors compris que ce n'était qu'un rêve et j'ai continué ma vie. 2 semaines plus tard, l'appel a eu lieu. Exactement comme dans mon rêve. Même les positions, même la nourriture servie. Nous nous sommes préparés, avons réservé les billets de train et sommes partis. Comme je me souvenais distinctement de chaque détail, j'ai décidé de modifier le cours des choses. Cette fois, j'ai mis une chemise noire et un jean bleu. J'étais perdu dans mes pensées, obsédé par la façon dont tout s'était produit, et je ne me préoccupais pas du reste. Le lendemain matin, nous sommes arrivés. Tout le monde était en deuil. Je regardais le corps de mon grand-père et tout ressemblait à mon rêve. Quelqu'un m'a dit que sa fille était arrivée. Même si j'étais triste, je riais intérieurement de ce rêve stupide qui avait voulu m'effrayer. Ma tante m'a appelé à l'intérieur pour porter une bonbonne d'eau. Je suis entré, je l'ai prise, et en marchant mon cousin m'a bousculé par accident et l'eau s'est renversée sur moi. Ma mère m'a vu et m'a demandé de me couvrir tandis que mon père me fixait avec colère. J'étais paniqué à l'idée d'avoir provoqué une scène à un enterrement. Sans réfléchir, je me suis changé et je me suis retrouvé près du lit de mon grand-père, là où reposait sa tête. Un autre de mes cousins, qui n'avait que 4 ans, s'est approché et a déplacé le drap à ses pieds. Je l'ai vu et j'ai vite recouvert le corps. À peine l'avais-je fait qu'un cri a retenti. Quand je me suis retourné, j'ai vu sa fille. J'étais terrifié jusqu'à l'os car c'était exactement la même scène, les mêmes vêtements, les mêmes personnes, la même façon dont tout se déroulait. J'ai trouvé un semblant de soulagement en me disant que ma tenue était différente. Mais ce réconfort n'a pas duré. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que je portais les mêmes vêtements que dans mon rêve. Je ne l'avais pas remarqué jusque-là. J'ai revécu l'intégralité de mon rêve de l'enterrement de mon grand-père. Apparemment, quand j'étais très jeune, j'ai un jour dit à ma mère que je voyais quelqu'un assis sur la balançoire du jardin, celle qui grinçait doucement quand le vent soufflait. Intriguée, elle m'a demandé qui était là. Sans hésiter, j'ai répondu « c'est Papop ». C'était le surnom que portait mon arrière-grand-père, un homme que je n'avais pourtant jamais rencontré. Ma mère, un peu déstabilisée, a poursuivi en me demandant ce qu'il faisait. J'ai expliqué calmement qu'il était en train de travailler avec ses outils, comme s'il taillait ou polissait un morceau de bois invisible. Elle est restée interdite, car elle savait que je ne pouvais pas connaître ce détail.
Personne n'avait jamais évoqué devant moi la passion qu'il avait pour le travail du bois. C'était son passe-temps, son savoir-faire, et il y consacrait des heures entières avant sa mort. En entendant mes mots, elle a ressenti un frisson parcourir son dos. Elle m'a assuré plus tard qu'elle n'avait jamais prononcé son nom devant moi, qu'aucune photo ni aucune histoire à son sujet n'avait été partagée en ma présence. Et pourtant, ce jour-là, j'avais décrit avec une simplicité désarmante une scène qui semblait provenir de ses souvenirs à elle, pas des miens. Depuis, ma mère raconte parfois cette histoire en disant que ce fut l'un des moments les plus étranges et les plus troublants de sa vie. Récemment, il m'est arrivé quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. J'étais au volant et sur le point d'entrer en collision avec une autre voiture quand, soudain, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Pas ralenti, arrêté net. Dans ce moment suspendu, j'étais convaincu que j'allais mourir. Mais au lieu de résister, j'ai accepté, avec la certitude étrange que ce n'était pas vraiment la fin. Puis le temps a repris. Je me suis retrouvé en sécurité, complètement à l'arrêt, sans aucune sensation de freinage ni de décélération. Comme si la réalité avait tout simplement sauté par-dessus l'impact. Ce n'est pas la première fois que je vis quelque chose de ce genre. Dans le passé, une fois, j'ai changé d'avis à la dernière seconde et je n'ai pas pris place dans une voiture qui a ensuite été écrasée par un camion. Une autre fois, je me suis réveillé en plein milieu d'un trajet en ville, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais arrivé là, comme si j'avais perdu un morceau de temps jusqu'à revenir à moi. Avec le recul, j'ai l'impression que ces glissements de lignes temporelles m'accompagnent depuis toujours, mais je n'avais pas les mots ni la lucidité pour les comprendre. Cette dernière expérience, cependant, était différente. Elle était profonde. En un seul instant, j'ai eu l'impression de saisir quelque chose comme le code caché derrière la réalité. Tous les motifs et les connexions que j'avais remarqués au fil de ma vie se sont alignés d'un coup, comme des points reliés sur une carte invisible. Ma compréhension aujourd'hui ressemble à ceci. Le destin, le libre arbitre, la prise de décision et l'intuition coexistent. Ils ne s'opposent pas, ils se complètent. Le déjà-vu n'est pas qu'un simple « bug » du cerveau, c'est un point où les lignes du temps se croisent. C'est une alerte subconsciente indiquant que nos choix comptent, un signal que nous approchons peut-être d'une bifurcation. C'est une invitation à faire confiance à son instinct et à choisir consciemment une issue différente. La conscience ressemble à du code, et le corps est l'instrument à travers lequel ce code expérimente la vie. Conscience égale logiciel. Corps égale matériel. Vie égale programme. Et parfois, le programme lag. Depuis cette révélation, je ressens à la fois de la clarté et un grand vertige. Le temps semble s'accélérer. Je suis épuisé énergétiquement, mais profondément en paix. J'ai la conviction d'être exactement là où je suis censé être, et que tout arrive vraiment pour une raison. Quand j'étais enfant, vers 3 ans, je me souviens très clairement d'avoir fait tomber un vase. Il s'est brisé en 1000 morceaux sur le sol et j'ai immédiatement senti la panique m'envahir. On m'a crié dessus, on m'a dit que j'étais dans de beaux draps et que j'allais être puni. C'était en pleine journée, autour de midi. J'avais ramassé un éclat un peu trop vite et il m'avait entaillé le doigt. Alors je suis parti à la salle de bain pour me laver la main, l'esprit rempli de la peur du châtiment qui m'attendait. Je pensais déjà à ma punition, à ma mise au coin ou au fait d'être privé de jeu, quand je suis ressorti. Et là, tout avait changé. Les gens étaient assis exactement à la même place qu'avant l'accident, comme si rien ne s'était produit. Le sol était impeccable, pas un seul éclat de verre, pas la moindre trace du vase. Interloqué, j'ai demandé ce qu'il était devenu et j'ai réclamé un pansement pour mon doigt. Tout le monde m'a regardé avec un air étrange, comme si je venais de demander quelque chose d'impossible. Ils m'ont répondu que nous n'avions jamais possédé de vase. Pris d'un doute, j'ai baissé les yeux vers ma main. La coupure avait disparu, la peau était intacte, comme si je n'avais jamais touché ce morceau de verre. Je savais pourtant ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, le bruit de l'objet qui se brise, la douleur brève de la coupure, les éclats répandus sur le sol. Mais il ne restait rien,
pas même une trace de mon erreur. J'ai travaillé pendant un mois dans le laboratoire d'une usine, il n'y a pas si longtemps. Mon rôle consistait surtout à faire le contrôle qualité de base sur les échantillons, afin de libérer du temps à mes collègues pour les autres tâches. Le dernier jour, j'ai dû partir un peu plus tôt pour me changer, déposer ma tenue de travail au bac de lavage et retourner au labo rendre mes clés et mon badge personnel, celui qui servait à ouvrir le portail pour accéder au site. Quand je suis revenu, le labo était vide, il était un peu plus de 16 heures et tout le monde était déjà parti. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai posé mes clés de casier côte à côte sur la table. Puis j'ai sorti mon badge et je l'ai placé juste à côté. À ce moment-là, il ne me restait dans ma poche que la clé de mon cadenas de vélo et celle de ma maison. Ensuite, je suis sorti, j'ai pris la clé de mon vélo, ouvert le cadenas et roulé vers la sortie. C'est là que je me suis demandé comment j'allais passer le portail, puisque je n'avais plus mon badge. Comme je ne pouvais pas utiliser la sortie normale, j'ai reculé et emprunté la sortie réservée au camion. Je n'ai pas cherché plus loin et je suis rentré chez moi en pensant que tout allait bien. Mais en arrivant, en fouillant ma poche pour prendre la clé de ma maison, la première chose que j'ai touchée, c'était mon badge. Je l'ai sorti et ma première réaction a été, si j'ai mon badge ici, qu'est-ce que j'ai posé à côté de mes clés? Puis j'ai essayé de me convaincre que je l'avais peut-être repris au dernier moment pour pouvoir sortir, sauf que je me souvenais très bien de m'être inquiété justement de ne pas l'avoir. Et même si je l'avais repris, je l'aurais senti quand j'ai sorti la clé de mon cadenas de vélo. Je suis rentré, je l'ai posé sur la table et je suis resté là, à le regarder, complètement perdu, incapable de comprendre comment il avait pu réapparaître dans ma poche. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune explication à ce qui s'est passé. En rentrant de l'école pendant ma dernière année, je marchais avec un ami quand j'ai entendu un son étrange que je ne pourrais décrire autrement que comme un bruit flottant qui semblait se déplacer dans l'air. Au début, j'ai pensé qu'il venait d'une maison qui se trouvait juste en face du chemin par lequel je passais, un simple grésillement comme un appareil électrique mal isolé. Pourtant, en dépassant cette maison, le bruit paraissait déjà trop loin derrière moi pour que ce soit la source. J'ai alors fait quelques pas dans l'autre sens et je me suis rendu compte que cette fois il résonnait bien trop en avant de moi pour provenir de là. Perplexe, j'ai quitté le chemin et me suis avancé dans la direction du bourdonnement. J'ai marché doucement, essayant d'écouter avec précision, en penchant parfois la tête d'un côté puis de l'autre, et j'ai fini par localiser l'origine du son. Il semblait provenir du milieu d'un carré d'herbe, exactement à hauteur de ma tête, comme s'il flottait dans le vide. Pourtant il n'y avait rien, aucun objet, aucune machine, pas même un insecte. Intrigué, j'ai décidé de m'approcher davantage et de me placer exactement à l'endroit où le son paraissait suspendu. Au moment où j'ai franchi ce point précis, le bruit s'est éteint d'un coup, laissant un silence complet. Mon ami qui marchait à mes côtés n'avait rien entendu depuis le début et m'a simplement regardé en riant, persuadé que j'inventais ou que je perdais la tête. Ça vient de m'arriver il y a 1 heure à peine et j'essaie encore de trouver une explication rationnelle. J'aimerais que quelqu'un ait déjà vécu quelque chose de similaire ou puisse m'expliquer ce qui a bien pu se passer. J'étais tranquillement assis sur mon canapé, à essayer d'éviter de scroller sur Reddit ou de lancer un jeu idiot. Juste assis, à réfléchir. Sur une étagère, on a un pot de trèfle violet. J'ai toujours eu une sorte de don pour trouver des trèfles à 4 feuilles, et c'est justement à ça que je pensais. Ceux-là n'en ont jamais produit, mais il n'y en a qu'une quinzaine dans le pot et ils peinent à pousser. Tout à coup, j'ai ressenti comme une impulsion, l'idée que je devais souffler sur eux, presque comme si je pouvais insuffler ma volonté pour les faire pousser en 4 feuilles. Ça paraît fou dit comme ça, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Alors j'ai expiré fortement par le nez. Pas vers le pot, je soufflais droit devant moi, et j'étais à environ 3 mètres des plantes. Pourtant, j'ai vu plusieurs trèfles bouger nettement, précisément là où j'imaginais avoir soufflé. Celui sur lequel je me concentrais a été le premier à bouger, suivi de quelques autres autour. Et ce n'était pas un léger frémissement, c'était net,
comme si un souffle puissant les avait atteints. On n'a pas de ventilation centrale, seulement des climatiseurs de fenêtres, mais ils étaient éteints. Aucune fenêtre n'était ouverte, aucune brise dehors. Je suis allé inspecter le pot, pensant à un gros insecte ou une araignée, mais rien. Les autres plantes à côté n'ont pas bougé, seulement quelques-uns de ces trèfles. Mon esprit cherche désespérément une explication logique, mais je n'en trouve aucune. J'aimerais vraiment savoir si d'autres ont vécu ce genre de phénomène ou ont une idée de ce que ça pourrait être. J'avais environ 12 ou 13 ans et ma meilleure amie était venue dormir chez moi. Dans la soirée, je me suis souvenu que j'attendais quelque chose par la poste et que personne dans ma famille n'avait pris le courrier de la journée. J'ai donc décidé d'aller jusqu'à la boîte aux lettres pour vérifier et elle a voulu m'accompagner. Nous avons commencé à descendre l'allée de ma maison, qui devait faire environ 150 mètres en pente. À peu près à mi-chemin, j'ai cru apercevoir une lumière d'un vert vif au bas de l'allée. Ce détail est resté gravé dans ma mémoire parce que cette lumière ressemblait étrangement à l'éclat verdâtre et presque surnaturel que Thresh, un personnage de League of Legends, dégage dans le jeu. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, j'ai immédiatement paniqué et je lui ai dit ce que je voyais. En me voyant réagir de la sorte, elle s'est mise à avoir peur aussi et sans réfléchir nous avons décidé de courir à toute vitesse vers la maison. Arrivé à l'intérieur, encore essoufflé, j'ai raconté l'épisode à mes parents, insistant sur le fait que cette lumière était bien réelle et qu'elle m'avait vraiment impressionné. Mais au moment où je m'attendais à ce que ma meilleure amie confirme mes propos, elle s'est tournée vers moi et m'a affirmé que je racontais n'importe quoi, que rien de semblable ne s'était produit. Je suis resté figé, incapable de comprendre pourquoi elle niait ce que nous venions de vivre ensemble. Cette contradiction m'a troublé et j'y repense encore aujourd'hui, 4 ans plus tard, en me demandant si j'ai réellement vu cette lumière étrange ou si mon esprit m'a joué un tour cette nuit-là. Mon conjoint et moi étions dans une autre ville et nous avions réservé une suite. Comme je ne prends pas de petit déjeuner, mon conjoint est descendu seul et je suis resté dans la chambre. Quelques minutes plus tard, le service de ménage est entré alors que j'étais allongé sur le lit, sans rien faire de particulier, évidemment, et m'a expliqué qu'il pensait que j'avais déjà quitté la chambre. 5 minutes après, le téléphone de la chambre a sonné. L'opératrice de l'hôtel m'a appelé par mon nom, détail important, et m'a expliqué que j'avais rendu la chambre et qu'il devait la nettoyer. Je lui ai répondu que j'étais là depuis le matin et que je n'avais pas bougé. Elle m'a alors affirmé que j'étais descendu donner mon nom, mon numéro de chambre et que j'avais rendu les clés à la réception. Pourtant, j'avais encore ma clé et le petit étui avec le numéro inscrit dessus. Il était 9 heures et j'ai pensé qu'il voulait simplement me pousser à partir plus tôt. Je suis allé à la réception et j'ai demandé à quelle heure avait lieu le check-out. La réceptionniste m'a répondu « 11 heures ». Je lui ai alors dit que j'étais la personne avec qui elle avait parlé au téléphone et je lui ai montré la clé que j'avais soi-disant déjà rendue. Elle m'a regardé et m'a expliqué qu'un homme grand était descendu plus tôt, avait donné mon nom et laissé les clés. C'est là que je me suis rappelé que je n'avais même pas réservé cette chambre moi-même. C'est mon conjoint qui l'avait fait, et la réservation était uniquement à son nom. En théorie, mon nom n'apparaissait nulle part dans leur dossier. Alors comment cette personne a-t-elle pu le connaître, ainsi que mon numéro de chambre, dans une ville où je ne connaissais personne? J'ai demandé à voir les enregistrements de surveillance, mais on m'a répondu qu'il n'y en avait pas. Je leur ai dit que si l'hôtel était victime d'un vol, ils auraient forcément des images. J'attends encore l'appel du directeur pour savoir ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, je n'arrive pas à l'expliquer. Soit c'est un énorme bug, soit une forme de discrimination ou de négligence, mais reste cette question glaçante, comment quelqu'un a-t-il pu se présenter avec mon nom et mon numéro de chambre pour partir à ma place? Quand j'étais en 3e année, j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais pu expliquer clairement et qui m'a marqué pour toujours. Un matin, je me suis réveillé comme d'habitude, je suis allé à l'école et la journée s'est déroulée normalement. Ce jour-là, nous avions un contrôle et je me souviens parfaitement avoir tout réussi sans difficulté. Ensuite, je suis rentré, j'ai fait mes devoirs,
j'ai passé la soirée comme à l'accoutumée et je me suis couché sans rien de particulier à signaler. Le lendemain matin, en ouvrant les yeux, j'ai eu une sensation étrange, comme si quelque chose clochait autour de moi sans que je sache exactement quoi. Tout semblait pourtant identique, le réveil, le petit déjeuner, la routine avant de partir à l'école. Mais dès que je suis arrivé en classe, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Le même contrôle que j'avais déjà fait la veille nous attendait à nouveau, avec les mêmes questions, les mêmes réponses que je connaissais déjà, et même les réactions de mes camarades semblaient se répéter comme si la journée entière se rejouait. J'ai commencé à perdre mes repères en constatant que tout le monde parlait et agissait exactement de la même façon que la veille, mais lorsque j'ai essayé d'en discuter, aucun d'eux ne se souvenait du jour précédent. Pour eux, c'était la première fois qu'ils voyaient ce contrôle et rien de ce que j'avais vécu ne semblait avoir existé. Le détail le plus troublant restait la date, car la première journée était le 13 mars et la suivante le 14 mars, mais en réalité tout ce qui s'était produit la veille se répétait sous mes yeux. Pour rendre les choses encore plus déroutantes, certains camarades m'ont raconté des événements censés s'être déroulés le 13 mars, mais qui ne correspondaient absolument pas à ce que j'avais vécu ce jour-là. C'était comme si deux réalités s'étaient superposées, l'une que moi seul avais expérimentée et l'autre que tout le reste du monde partageait. À ce moment précis, j'ai vraiment cru que je devenais fou, incapable de comprendre si j'étais coincé dans une sorte de boucle ou si ma mémoire m'avait trahi. Ma famille et moi campions chaque année et allions souvent visiter Mammoth Cave. Nous avions toujours les mêmes sacs de couchage, bleu foncé d'un côté et vert foncé de l'autre. Mais une année, j'étais particulièrement content, car l'un des sacs de couchage que nous avions emporté était bleu clair. Il s'accordait parfaitement avec la petite chaise pliante que j'avais apportée pour m'asseoir près du feu. Je me souviens très bien m'être glissé dessous dans la tente et l'avoir trouvé presque luminescent dans l'obscurité. Le lendemain matin, tout avait changé. Le sac était redevenu celui que je connaissais depuis toujours, bleu et vert foncé. J'étais déconcerté, et j'ai demandé à ma mère ce qui s'était passé. Elle m'a simplement répondu qu'il avait toujours été comme ça, qu'il n'y avait jamais eu de sac bleu clair. Cela remonte à longtemps maintenant, donc je ne me rappelle pas de tous les détails avec précision. Mais je suis convaincu d'avoir vu ce sac en plein jour, avant même d'entrer dans la tente, et d'avoir été excité à l'idée de l'utiliser cette nuit-là. Et puis, logiquement, dans le noir, les couleurs auraient dû paraître plus sombres, pas plus claires. J'avais déjà dormi dans ce sac plusieurs fois et il n'était jamais apparu bleu clair. Nous en possédions même au moins deux du même modèle, et l'autre n'avait pas non plus changé d'apparence. Aujourd'hui, je ne crois plus au surnaturel et je sais que notre esprit peut nous jouer des tours. Mais aucune des explications, raisonnables, auxquelles je pense ne me satisfait pleinement. Quand j'avais 17 ans, il m'est arrivé quelque chose que je n'ai jamais pu oublier. Un matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange, presque étouffante, comme une urgence intérieure impossible à ignorer. C'était un besoin viscéral de reprendre contact avec mon ex-petite amie, Brittany. Nous avions eu une relation compliquée, parfois ensemble, parfois séparés, et même si nous n'avions pas parlé depuis plusieurs mois, ce sentiment était si fort que je n'arrivais pas à penser à autre chose. À cette époque, les téléphones portables n'étaient pas courants et seuls quelques privilégiés possédaient un téléavertisseur. Pour la retrouver, je n'avais donc qu'une solution, passer des appels. Toute la journée, j'ai composé numéro après numéro, contactant des amis en commun, de la famille, toutes les personnes qui pouvaient savoir où elles se trouvaient. J'ai dû faire une 50aine d'appels longue distance, sans jamais réussir à tomber sur elles. Vers 5 heures de l'après-midi, comme si un poids m'avait soudain été retiré, ce besoin s'est dissipé et je me suis dit que ce n'était qu'une impulsion étrange, sans importance. Mais à peine une heure plus tard, le téléphone a sonné. J'ai décroché et un de nos amis m'a annoncé d'une voix brisée que Brittany venait de mourir dans un accident de voiture, à peine une heure plus tôt. Le choc a été tel que je suis resté sans voix, incapable de réaliser ce que je venais d'entendre. Une partie de moi refusait d'accepter la coïncidence. J'étais persuadé que si j'avais réussi à la joindre à un moment quelconque de cette journée, même pour une simple conversation, son emploi du temps aurait changé,
elle aurait pris la route à une minute différente et le véhicule qu'elle a percuté de plein fouet ne se serait pas trouvé sur son chemin. Cette idée m'a hanté pendant des années, et d'une certaine manière elle continue encore aujourd'hui. J'ai développé une angoisse profonde face au silence, et il m'arrive de paniquer quand quelqu'un que j'aime cesse de répondre sans explication. C'était il y a une vingtaine d'années. J'avais environ 10 ou 11 ans et je possédais une montre Casio calculatrice que j'adorais, remplie de fonctions amusantes. L'une d'elles était une alarme, que j'avais réglée ce jour-là pour sonner à 18 heures. C'était l'heure à laquelle ma mère voulait que je rentre à la maison. Je jouais chez un ami qui habitait à quelques rues de chez moi quand l'alarme a retenti. J'ai dit qu'il fallait que je rentre, j'ai commencé à rassembler mes affaires, et en prenant mon sac à dos, j'ai remarqué l'horloge du magnétoscope de sa maison, elle indiquait 18h01. Ça collait parfaitement, je me suis mis en route pour le trajet de 10 minutes à pied. À mi-chemin, ma montre s'est remise à sonner. J'ai regardé l'écran, 18h pile. Là, quelque chose n'allait pas. J'étais certain qu'il était déjà 18h01 quand j'étais parti, et j'avais bien marché au moins 5 minutes. De retour à la maison, je me suis précipité à l'intérieur pour vérifier l'heure. Le grand horloge mural affichait 18h06. Je me souviens encore du sentiment indescriptible qui m'a envahi. C'était comme une peur sourde, un mélange d'angoisse d'enfant qui craint d'être grondé et la certitude que tout autour de moi, même dans ma propre maison, était devenu étranger et dangereux. Je n'ai jamais su expliquer ce qui s'était passé ce jour-là. Pendant longtemps, je n'avais aucune hypothèse. Mais aujourd'hui, en vivant dans un monde où les livres portent le nom de Berenstain Bears, où Donald Trump a été président des États-Unis, et où McDonald's fait un meilleur café que Tim Hortons, je me dis que j'ai peut-être glissé dans la pire des réalités possibles et que je m'y suis retrouvé piégé. Il y a une nuit où j'ai eu la sensation très claire d'avoir perdu la vie, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais encore là. Je roulais seul sur une grande route à 2 voies dans chaque sens, séparée par un terre-plein herbeux assez large. Il devait être autour de 10 heures du soir, j'étais tranquille, la musique à fond, à environ 55 km/h, rien d'inhabituel. À un moment, j'ai baissé les yeux vers l'autoradio pour avancer la chanson, et quand j'ai relevé la tête, tout mon corps s'est figé. À 10 mètres devant moi, il n'y avait plus que des phares, un autre véhicule arrivant en sens inverse directement sur ma voie. Tout se passait beaucoup trop vite pour que je réfléchisse, je savais que je n'avais pas le temps de freiner, alors j'ai simplement arraché le volant à droite de toutes mes forces pour éviter l'impact, puis donné un coup sec à gauche pour corriger et dégager l'arrière de ma voiture qui commençait déjà à chasser. J'étais au volant d'une Subaru WRX, une voiture avec une tenue de route correcte, mais je n'ai jamais compris comment j'ai pu m'en sortir indemne. Je n'ai percuté aucun véhicule, je n'ai pas froissé une carrosserie, pas même effleuré quoi que ce soit alors que l'autre voiture fonçait droit sur moi à la même vitesse que moi. Tout aurait dû se terminer dans un fracas de métal, mais au lieu de ça je me suis retrouvé stoppé au bord de la route, les mains crispées sur le volant et le cœur battant à une vitesse insoutenable. J'ai levé les yeux dans mon rétroviseur et j'ai vu les feux arrière de cette voiture continuer leur route comme si rien ne s'était produit. Mes vitres arrière étant teintées, j'ai ouvert la portière pour regarder plus clairement, mais le temps de poser les yeux dehors, le véhicule avait disparu. Plus rien. La route était droite sur plusieurs centaines de mètres, il n'y avait ni fossé ni virage où il aurait pu s'échapper, et je n'ai entendu aucun bruit d'accident ni le moindre signe d'un choc. C'était comme s'il s'était volatilisé. En remontant dans ma voiture, une seule pensée m'a obsédé, je n'aurais pas dû survivre. Tout ce qui s'est passé défie la logique et j'ai encore l'impression que j'ai franchi une limite, que je suis mort un court instant et que, pour une raison que je ne saurais jamais, le monde a réajusté la réalité pour me laisser continuer. Quand j'étais adolescent puis dans la vingtaine, je me réveillais souvent incapable de bouger mon corps. Ce phénomène est connu sous le nom de paralysie du sommeil. C'est important pour comprendre l'histoire, mais ce n'est pas le « bug » que je ne peux toujours pas expliquer. Au début de ma vingtaine, j'ai emménagé avec ma fiancée de l'époque, nous ne sommes plus ensemble et nous ne nous sommes jamais mariés.
Nos horaires de travail étant différents, nous dormions rarement en même temps, mais quand nous étions tous les deux à la maison, nous restions toujours dans la même pièce. Plus d'une fois, je me réveillais d'une sieste ou d'un sommeil profond, incapable de bouger, et je la voyais à côté de moi en train de lire. Je devais rassembler toute ma force pour émettre un petit bourdonnement, ce qu'elle avait appris à reconnaître comme un signal. Secoue-moi pour que je sorte de cet état. Mais il y avait aussi ces moments où je me retrouvais seul à l'appartement, elle étant au travail. Dans ces cas-là, je me réveillais paralysé, parfaitement conscient, les yeux ouverts, observant tout autour de moi. Je n'avais alors que deux options, replonger dans le sommeil malgré l'angoisse, ou attendre que mon corps finisse par se réveiller. Et puis, il y a eu 4 occasions très particulières, toutes vers 9 heures du matin, où quelque chose de différent s'est produit. Je m'éveillais, incapable de bouger, et une lumière extrêmement vive m'éblouissait directement les yeux, comme celle d'un réflecteur médical. En même temps, un bourdonnement assourdissant emplissait mes oreilles. Dans ma vision périphérique, je distinguais des silhouettes sombres, 4 à 6 formes immobiles autour de moi. Je sais que cela ressemble à un récit d'enlèvement extraterrestre, mais le plus étrange, c'est ce qui suivait. Terrifié, je concentrais toute mon énergie pour forcer mon corps à réagir. Avec un effort violent, j'arrivais parfois à me projeter hors de la paralysie. Dans ces 4 cas précis, j'ai réussi à bondir immédiatement, à m'asseoir d'un coup dans mon lit, le cœur battant à tout rompre, les yeux fixant tous les coins de la chambre. Mais à chaque fois, il n'y avait rien. Pas de lumière, pas de bruit, pas de silhouette. Rien que le calme du matin et la lumière du soleil filtrant par la fenêtre. Même en réagissant aussi vite, il n'aurait pas été possible pour qui ou quoi que ce soit de quitter la chambre avant que je ne sois debout. Et pourtant, tout disparaissait en un instant. À ce jour, je n'ai toujours aucune explication. Personne ne m'a jamais cru, pas même ma fiancée de l'époque. Un soir, je roulais en direction de chez un ami quand je me suis arrêté à un carrefour. En face de moi, il y avait une voiture à l'arrêt et ce qui a d'abord attiré mon regard, c'était la portière côté conducteur qui semblait complètement tordue, comme si elle avait subi un accident grave. Mais en la fixant davantage, j'ai compris que ce n'était pas ça. J'ai frotté mes yeux, persuadé que j'avais mal vu, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus déroutant. Il n'y avait pas une mais 2 portières identiques, exactement au même endroit, superposées à des angles impossibles, comme si elles se croisaient et se traversaient l'une l'autre. Cela n'avait aucun sens, c'était comme une sorte de bug graphique dans un jeu vidéo, ce qu'on appelle du clipping. Ce qui me perturbait encore plus, c'est que ces portières étranges ne réagissaient ni à l'éclairage public ni au phare de ma voiture, comme si elles n'étaient pas vraiment là. Quand le feu est passé au vert, je n'ai pas bougé. Je fixais toujours cette voiture, les yeux plissés, essayant de comprendre ce que j'étais en train de voir. Elle a commencé à rouler et au moment où elle a passé mon côté gauche, l'une des portières s'est volatilisée, a réapparu ailleurs, puis a repris sa place d'origine en l'espace d'une fraction de seconde, comme si la réalité hésitait sur sa propre forme. Je suis resté figé derrière mon volant, incapable de donner un sens à ce spectacle. Mon cerveau essayait de trouver une explication rationnelle, mais rien ne collait. C'est seulement quand un conducteur derrière moi a klaxonné avec insistance que j'ai repris mes esprits et que j'ai redémarré, toujours secoué par ce que je venais de voir. J'avais environ 9 ou 10 ans quand c'est arrivé. Ma mère et moi rentrions à la maison après avoir fait quelques courses un samedi après-midi comme les autres. Nous vivions dans une grande ville, donc le trajet pour quitter le centre commercial et rejoindre notre quartier était assez long. Je me suis endormi sur le siège passager et j'ai fait un rêve banal, rien d'inhabituel. 2 pâtés de maison avant d'arriver chez nous, ma mère s'est arrêtée à un feu rouge et je me suis réveillé. J'ai regardé autour de moi, je me suis étiré, puis j'ai fermé les yeux quelques secondes pour me réajuster. Quand je les ai rouverts, tout avait changé. Le ciel était rouge sang, semblable à la lueur d'une explosion, et je voyais des montagnes et un paysage de destruction, comme dans un film où une bombe explose dans le désert. Du côté passager, des silhouettes tendaient les bras vers la voiture. J'ai tourné la tête vers ma mère,
mais elle n'était plus là. À sa place, d'autres personnes essayaient d'atteindre le véhicule. J'ai regardé droit devant et un immense être se dressait à l'horizon. Sa voix résonnait comme un appel puissant et des oiseaux, ou quelque chose qui leur ressemblait, tournaient autour de lui. Il s'est mis à marcher vers la voiture, puis il s'est mis à rire. Son rire était si fort que je pouvais sentir les vibrations traverser mon corps. J'ai fermé les yeux par réflexe et quand je les ai rouverts, tout était redevenu normal. Nous venions juste de redémarrer au feu vert. Tout cela n'avait duré qu'une quinzaine de secondes, peut-être 30, mais j'étais bien éveillé pendant l'expérience. À cet âge-là, je n'avais jamais vu d'image de l'enfer, de démons ou de scènes de destruction. Pourtant, cette vision est restée gravée dans mon esprit et elle est toujours aussi nette, plus de 20 ans après. Quand j'avais environ 13 ans, je traînais avec un groupe d'amis et on s'amusait à se lancer une balle de tennis. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un de mes potes décide, pour rigoler, de viser directement l'entrejambe d'un autre. La balle a touché sa cible en plein fouet, mais à l'instant même où elle a fait contact, elle a littéralement disparu. On a tous éclaté de rire au début, mais très vite le rire a laissé place à la confusion. Le garçon qui venait de se faire toucher a commencé à sautiller partout, secouer ses vêtements, passer ses mains sur son short et son t-shirt en pensant que la balle était restée coincée quelque part. Pourtant, rien ne tombait, rien ne roulait par terre, la balle semblait s'être volatilisée dans un espace invisible. Nous étions plusieurs à chercher autour de nous, dans l'herbe et sur le trottoir, mais il n'y avait rien à trouver. Le plus étrange, c'est que 10 minutes plus tard, alors qu'on s'était calmé et qu'on restait debout à discuter comme si de rien n'était, la balle est tout simplement ressortie en roulant le long de l'une de ses jambes et a glissé hors de son pantalon, comme si elle avait été coincée dans une dimension parallèle avant de réapparaître. Nous sommes restés figés, sans comprendre comment elle avait pu se matérialiser de cette façon. On en a rigolé ensuite, évidemment, mais au fond de moi, je n'ai jamais réussi à trouver une explication logique à ce qui s'était passé ce jour-là. J'expérimente souvent des phénomènes étranges. Je précise d'abord que je ne crois pas au paranormal, ni aux dons de voyance ou autres. Pour moi, tout cela relève de la tromperie destinée à gagner de l'argent. En revanche, il m'arrive d'avoir des sensations très particulières, une certitude absolue. C'est un sentiment accablant, comme si je savais à 100% ce qui allait se produire. Cela arrive toujours de manière totalement aléatoire, mais je reconnais parfaitement quand ça se déclenche, et jusqu'ici cela ne m'a jamais trompé. Cela peut être aussi banal que deviner le prénom de quelqu'un, aussi troublant que prévoir la mort d'une célébrité, ou encore aussi précis que deviner un nombre très spécifique parmi des milliers. C'est toujours spontané, sans aucun contrôle, et ça ne m'a encore jamais apporté d'avantage concret. Par exemple, il m'est arrivé à plusieurs reprises de deviner le numéro exact à la roulette alors que je ne jouais même pas. Si je pouvais déclencher ce sentiment à volonté, je serais probablement millionnaire. La plupart du temps, pour ce qui concerne les chiffres, cela survient quelques secondes seulement avant que l'événement ne se produise. Quand il s'agit d'événements graves, comme des décès ou des tragédies, c'est différent, je ressens comme une attirance vers une personne en particulier, elle devient alors mon unique point de focalisation. Il est très difficile de décrire cette sensation. C'est comme si une lumière s'allumait et qu'une petite dose d'adrénaline envahissait mon cerveau, me confirmant que je suis en train de vivre une de ces expériences. J'ai un ami qui est vraiment terrifié par certaines de mes prédictions. Pour ma part, je n'en parle jamais autour de moi, car je n'y crois pas vraiment moi-même. C'est juste une espèce de petit super-pouvoir que j'ai, mais qui ne me sert à rien dans la vie réelle. Un soir, j'étais devant la maison d'un ami avec 2 autres potes, on discutait tranquillement en fumant des cigarettes et en parlant de son nouveau camion qu'il venait tout juste d'acheter. L'ambiance était décontractée, il faisait déjà un peu sombre mais on distinguait encore clairement ce qui se passait autour de nous. À un moment, mon ami a sorti une autre cigarette mais il a eu l'air de la laisser tomber. On l'a vu baisser les yeux et chercher par terre comme si elle avait roulé, sauf qu'en réalité, moi et un autre ami avons remarqué exactement en même temps que la cigarette n'était pas tombée.
Elle était posée sur le dos de sa main, bien au milieu, et à l'envers. On s'est figé. Lui-même l'a vue et il a retourné sa main, incrédule, pour vérifier. La cigarette est restée collée comme si elle tenait d'elle-même, puis il a remis sa main dans l'autre sens, puis encore une fois, et à chaque mouvement elle restait parfaitement en place, immobile, défiant toute logique. Il a levé la main en l'air, l'a secouée légèrement, et rien ne bougeait. À la fin, il a voulu l'attraper avec ses doigts, avant même qu'il ne la touche, elle est tombée au sol comme une simple cigarette normale. On l'a tous regardé avec un mélange de rire nerveux et d'étonnement. Il a immédiatement inspecté sa main, a frotté ses doigts, puis a vérifié la cigarette elle-même, et nous avons fait pareil. Il n'y avait rien, aucune explication visible. Sa main était un peu sale de graisse, comme souvent puisqu'il travaillait en mécanique, mais pas au point qu'un objet puisse tenir en équilibre comme ça. Depuis ce jour-là, j'aime me dire que c'était une sorte de phénomène électrostatique, ou qu'il avait de la poussière métallique invisible sur la peau, mais au fond de moi je sais que ça ne colle pas. Il y a quelques années, j'ai eu un accident de voiture. Je roulais vers une intersection quand j'ai eu un blackout. Je me suis réveillé en pleine traversée d'un feu rouge, lancé à environ 50 km/h. J'ai continué tout droit, suis sorti de la route et fini dans un fossé et heurté un arbre ou un gros buisson. À part quelques égratignures au bras, un bleu à la jambe gauche, un mal de tête lancinant, une douleur de nuque à peine perceptible et un léger état de confusion, je n'avais rien de grave. J'ai attrapé mon sac à dos et ai remonté la pente jusqu'à la route. Une ambulance était déjà sur place et un policier arrivait avec les gyrophares allumés. Je n'étais pas resté plus de quelques minutes dans la voiture avant d'en sortir. Les urgentistes m'ont dit qu'ils passaient par hasard et m'avaient vu quitter la route. Ils m'ont immédiatement interrogé sur mes blessures. J'ai menti aux policiers en affirmant que je portais ma ceinture de sécurité alors que ce n'était pas le cas. Le MT a dû comprendre que je mentais, il a vérifié les marques de ceinture et m'a lancé un drôle de regard. Ils ont insisté pour que j'aille à l'hôpital. Les médecins et infirmiers m'ont bombardé de questions sur mon blackout, ont voulu faire des analyses de sang et d'urine, mais tous les tests sont revenus négatifs pour l'alcool et la drogue. Les policiers, rassurés, sont partis et j'ai fini par être autorisé à rentrer chez moi. Ensuite, j'ai réglé les histoires d'assurance. Le plus troublant est arrivé environ une semaine plus tard. Mon père roulait sur cette même route et a eu un accident exactement au même endroit. Depuis, il refuse d'en parler. Chaque fois que j'essaie de lui poser des questions, il se braque et me répond qu'il n'y a rien à dire. Mon père a été adopté à la naissance. Il n'a jamais cherché à retrouver sa famille biologique et il répétait souvent qu'il ne voulait pas que nous, ses enfants, tentions quoi que ce soit non plus. Pour lui, ses parents adoptifs étaient sa vraie famille et il ne ressentait pas le besoin d'aller fouiller plus loin. Quand ma mère était enceinte de moi, il cherchait un prénom. L'histoire familiale veut que l'idée lui soit venue dans un moment assez improbable. Alors qu'il était aux toilettes, il s'est mis à réfléchir, et soudain il a eu une inspiration. Il est sorti avec ce prénom assez rare en tête et l'a proposé à ma mère qui a trouvé ça original et a accepté. C'est ainsi que j'ai reçu mon nom, un choix spontané qui n'avait aucune racine particulière. Des années plus tard, après son décès, ma sœur a finalement décidé d'enquêter sur sa famille biologique. Elle a réussi à retrouver des informations et c'est là que nous avons découvert quelque chose qui nous a tous glacés. Mon père avait une sœur biologique, qu'il n'a jamais rencontrée et dont il ignorait totalement l'existence. Son prénom était exactement le même que le mien. Et ce n'est pas tout. Cette sœur avait elle-même une fille, et cette fille porte le même prénom que ma propre fille. Sans aucun lien, sans aucune connaissance préalable, j'avais donné à ma fille le même prénom que ma cousine biologique, comme si une sorte de fil invisible avait traversé les générations et les familles pour rattacher nos vies. Que mon père m'ait donné par hasard le prénom de sa sœur inconnue est déjà troublant. Mais que, des années plus tard, j'ai fait de même avec ma propre fille, c'est le genre de coïncidence qui dépasse la simple logique. Quand j'étais plus jeune,
je voyais ce que j'appelais des « ombres » de personnes ou d'objets avant qu'ils ne soient réellement là. Les plus marquantes me sont arrivées à quelques années d'écart, mais il m'arrive encore aujourd'hui d'en percevoir de moins intenses de temps en temps. La première fois que j'ai remarqué une ombre, c'était quand ma mère, ma sœur et moi avions emmené ma grand-mère dans un restaurant chinois. Nous étions seuls dans la salle, pourtant j'ai vu une famille asiatique assise à la table voisine. En partant, la même famille que j'avais cru voir pendant tout le repas est entrée et a été installée exactement à la table où je les avais aperçus. Cela me hante encore de me dire que je les voyais déjà depuis un moment avant leur arrivée. Un autre souvenir extrêmement vif est celui de mon chien entrant dans le salon. Je montais à ma chambre et j'ai demandé à ma sœur de lui indiquer de venir vers moi avec un geste. C'est une femelle boxée sourde que nous avons éduquée avec des signes de la main. Ma sœur avait l'air perdue et m'assurait qu'elle ne venait pas de traverser. J'étais agacé, pensant qu'elle voulait la garder en bas, jusqu'à ce que j'entre dans ma chambre et la trouve endormie sur mon lit. J'ai alors compris que ce que j'avais vu n'était qu'une autre ombre. Je me rappelle aussi d'une balle de golf que mon père a frappée avant même qu'il ne balance réellement son club. La trajectoire était identique dans les deux cas. Une autre fois, j'ai vu une personne tourner à un coin de rue. J'ai réussi à m'écarter juste avant qu'elle n'apparaisse vraiment et que je la percute. On organisait un week-end spécial pour les enfants et les ados du club de cinéma local, comme on le faisait chaque année. Le programme était simple, on logeait tous au même hôtel, et chaque après-midi on allait ensemble au cinéma du quartier pour voir les films choisis. Cette fois-ci, c'était à moi et à mon partenaire de nous occuper des grands panneaux faits maison, destinés à être portés lors de nos déplacements en groupe vers la salle. Ces panneaux étaient énormes, 2 mètres de haut, impossible à manquer. On en avait exactement 2. Le premier jour, nous avons pris un des panneaux avec nous jusqu'au cinéma et laissé l'autre à l'hôtel. Tout s'est déroulé normalement, puis une fois la séance terminée, nous avons ramené le panneau au même endroit à l'hôtel, à côté de celui resté sur place. Et là, sans aucune logique, il y en avait 3. 3 grands panneaux, parfaitement identiques dans leur conception mais chacun avec ses petites marques d'usure distinctes, comme s'ils avaient toujours existé séparément. Sur le moment, on a pensé à une explication simple, peut-être qu'on en avait oublié un au cinéma l'année précédente. Mais en vérifiant auprès de celui qui les avait fabriqués, il nous a confirmé qu'il ne les avait réalisés que cette année-là, et seulement 2. Impossible donc qu'il en reste un datant d'avant. On a même pris le temps de comparer les panneaux en détail, pour vérifier si l'un d'eux était une copie récente ou un simple doublon, mais non, ils avaient tous leur propre aspect, avec des marques et une usure légèrement différentes. Nous sommes restés à fixer ces 3 panneaux en silence, sans savoir comment réagir. Il n'y avait aucune explication rationnelle à donner, pas de blague possible car personne n'avait les moyens d'en fabriquer un 3e à l'improviste, et encore moins de le faire apparaître au milieu du séjour. Je marchais sur un sentier en forêt avec quelques amis, complètement perchés sous acide, quand nous avons aperçu 2 personnes à environ 400 ou 800 mètres devant nous. Le sentier était droit et interminable. Impossible de dire si elles s'éloignaient de nous ou si elles venaient vers nous. En passant devant un banc, nous trouvons un portefeuille rempli d'une grosse somme d'argent. Nous décidons de le remettre à la sécurité du campus. En nous approchant du couple, nous réalisons qu'il ne s'agit en fait que d'un type qui pousse un vélo. Plus on s'approche, plus on remarque son air désordonné. Je reconnais alors son visage grâce à la carte d'identité dans le portefeuille et je le lui rends. Il nous remercie avec insistance en expliquant que c'était littéralement tout l'argent qu'il possédait. Il essaie de nous donner une récompense, peut-être 200 ou 400 $, mais nous refusons en lui disant qu'on est juste content qu'il ait retrouvé ses affaires. C'est à ce moment-là que les choses deviennent étranges. Il repart derrière nous, s'éloignant du campus. Dans cette direction, il n'existe que très peu de chemin pour y revenir et ils demandent tous pas mal de temps. Quand nous arrivons presque à la fin du sentier, nous voyons soudain une petite silhouette apparaître devant nous. Mais elle n'avait pas l'air de surgir de l'horizon. C'était comme si elle avait surgi de nulle part. Et c'était le même gars. Comprenez bien que cela se passait 30 secondes à 1 minute après l'avoir vu partir.
Le seul itinéraire qu'il pouvait emprunter demandait au minimum 5 à 8 minutes de marche. Il était trempé de sueur et s'est mis à exiger avec insistance que nous acceptions son argent en guise de remerciement. C'était à la fois généreux et terriblement inquiétant. Finalement, nous avons pris nos jambes à notre cou et couru jusqu'à notre dortoir. Je ne l'ai jamais revu depuis et dans un petit campus de 2000 étudiants, situé dans une ville rurale minuscule, toute cette histoire m'a laissé un souvenir profondément troublant. Un jour, j'ai eu la très étrange impression de croiser une version future de moi-même. Je travaillais dans une boutique spécialisée quand un client est entré pour chercher un sac de randonnée. La conversation a commencé naturellement, et très vite il m'a dit qu'il prévoyait un voyage à Berlin, expliquant qu'il n'y était pas retourné depuis ses années d'université, lorsqu'il étudiait la photographie. Cette coïncidence m'a frappé de plein fouet, parce que moi aussi j'étais allé à Berlin quand j'étais étudiant en photo. J'ai d'abord cru à une simple similitude amusante, mais les détails se sont accumulés. Après un moment, il a commencé à me raconter une histoire personnelle, un séjour à l'étranger, durant lequel il avait perdu un zippo gravé que sa femme lui avait offert. À ces mots, mon sang s'est glacé. J'ai exactement ce même type d'objet, un briquet gravé offert par ma femme, que je garde précieusement. Je lui ai confié ce détail, pensant partager une coïncidence amusante. Mais l'effet a été tout autre. Son visage s'est figé, ses yeux ont semblé me détailler avec une nervosité soudaine. Ses mains ont lâché l'article qu'il s'apprêtait à acheter et, sans un mot de plus, il m'a salué précipitamment avant de quitter la boutique, comme si ma remarque avait réveillé quelque chose de dérangeant. Il y a quelque temps, j'ai vécu une scène qui me revient encore aujourd'hui et qui me laisse toujours dans le doute. J'étais en train de rentrer chez moi en voiture quand j'ai levé les yeux et aperçu un énorme orbe lumineux dans le ciel. À première vue, il ressemblait au clair de lune, mais quelque chose n'allait pas. Cet orbe était bien trop grand, comme si la lune s'était rapprochée de la Terre, suspendue à une distance irréelle. Je l'ai fixé, incapable de détourner le regard, essayant de trouver une explication logique. Puis, par réflexe, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu la vraie lune. Elle était bien là, à sa place, familière, reconnaissable. C'est à ce moment-là que mon esprit s'est brouillé. Je savais donc que ce que j'avais devant les yeux n'était pas la lune, mais un second objet, lumineux et massif, flottant dans le ciel nocturne. Je suis revenu à l'orbe, il brillait toujours avec cette intensité étrange, comme s'il émettait sa propre lumière plutôt que de la refléter. Je me suis retourné à nouveau vers la lune pour être sûr que je ne rêvais pas, et quand j'ai reposé les yeux sur l'orbe, il n'y avait plus rien. Disparu. Pas de nuages, pas de traces, seulement le ciel vide et silencieux. Je n'ai jamais souffert d'hallucinations et je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas une illusion de la lune, ni un simple reflet, parce que les deux étaient visibles en même temps. Il m'arrive souvent quelque chose avec mon mari qui me laisse une sensation étrange, presque comme si nos pensées se croisaient au-delà de ce qui est rationnel. Parfois, je pense à une chanson que je n'ai pas entendue depuis des années, un souvenir qui n'a aucun lien avec ce dont on parlait juste avant, ou même un sujet totalement hors contexte. Et au moment où je rejoins la pièce, sans prévenir et sans que je dise quoi que ce soit, il se met à fredonner exactement cette chanson, ou bien il évoque le souvenir ou le sujet auquel je venais de penser. Je me dis que la logique voudrait qu'on trouve une explication simple. Nous sommes très proches, on a beaucoup de goûts en commun, on regarde les mêmes vidéos, on consomme les mêmes références culturelles. Peut-être qu'un mot entendu quelque part déclenche inconsciemment la même association d'idées dans nos deux cerveaux. Mais parfois, ça va au-delà. Il arrive que je sache qu'il n'a rien vu ni entendu de ce qui m'a déclenché la pensée, parce qu'il n'était même pas à la maison à ce moment-là, et pourtant il va quand même avoir la même idée au même instant. Ça n'a rien de dramatique, mais ça me donne la chair de poule. Je crois à l'amour, à la connexion entre deux personnes, à l'influence du quotidien partagé. Mais il y a des moments où j'ai l'impression que ce lien dépasse les coïncidences. Un jour banal, je suis allé prendre ma douche comme d'habitude.
J'ai tendu la main sans même regarder pour ajuster la température, ce geste mécanique que je fais depuis des années, et pourtant, au lieu de refroidir, l'eau a commencé à devenir brûlante. Surpris, j'ai levé les yeux vers le robinet et mon cœur a raté un battement. L'indicateur de l'eau chaude se trouvait maintenant à gauche, alors que depuis 3 ans que je vis dans cette maison, il avait toujours été à droite. J'ai eu un moment de flottement, comme si mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. J'ai tourné le robinet encore et encore, vérifié plusieurs fois l'orientation, mais il n'y avait aucun doute, le marquage et le sens étaient inversés. C'était impossible. On ne peut pas oublier ce genre de choses. Mon corps connaissait la réponse avant même que ma pensée n'intervienne, c'était de la mémoire musculaire pure, et voilà qu'un détail aussi simple et familier se retrouvait chamboulé. Je suis resté longtemps à fixer le mécanisme, l'eau coulant toujours, en me demandant si j'étais en train de perdre la tête. Ma mère est morte il y a 3 semaines. Je n'arrive pas encore à poser des mots sur ce vide, comme si une pièce entière de ma vie avait été effacée. Je passe mes soirées à errer dans la maison, incapable de trouver un endroit où je me sente encore chez moi. Hier soir, je suis tombé sur ces albums photos. Des reliques de papier jauni qu'elle rangeait toujours dans une armoire fermée à clé, comme un sanctuaire. J'ai cru que ça m'apporterait du réconfort, que ça me permettrait de replonger dans ces souvenirs heureux, ceux que j'ai partagés avec mon frère. Mon frère, mort en 2003. Il avait 20 ans. Moi, 17. Nous étions au lycée ensemble, inséparables. Nous avions les mêmes amis, les mêmes délires, les mêmes vacances au bord de la mer. J'ai des dizaines de photos de nous, en camping, en soirée, à la sortie du bahut, toujours collés l'un à l'autre comme 2 morceaux d'un même corps. Mais en ouvrant l'album de ma mère, j'ai senti mon estomac se nouer. Il y avait des photos de nos enfants, oui, 2 gamins qui riaient, un frère et une sœur. Mais à partir du lycée, quelque chose clochait. Sur chaque photo où je me souvenais de lui à mes côtés, il n'y était pas. Je me voyais entouré de mes potes, parfois seul, le bras en l'air comme si j'entourais une silhouette absente. Mais pas de lui. Jamais. J'ai cru devenir fou. Je me souvenais distinctement de ces clichés. Je les ai vus, revus, découpés, punaisés sur les murs de ma chambre. Il était là. Il souriait. Il posait à mes côtés. J'ai couru chercher ma propre boîte à photos, restée chez moi. Et là, c'était bien lui, toujours lui. Exactement les mêmes images, mais dans mes tirages à moi, son visage apparaissait. Je n'arrivais pas à respirer. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tourner les pages. Comment pouvait-il exister et disparaître à la fois? Alors j'ai décidé de montrer ça à ma tante, à mon cousin, à tout le monde. J'ai apporté l'album de ma mère, persuadé de leur prouver la vérité. Mais quand j'ai ouvert à nouveau les pages devant eux, il était revenu. Mon frère souriait à côté de moi, comme si rien n'avait jamais changé. Ils m'ont regardé avec ce mélange de pitié et de gêne, celui qu'on réserve aux gens fragiles. J'ai hoché la tête, incapable de dire un mot. Mais à l'intérieur, je hurlais. Je sais ce que j'ai vu, il y a eu un bug dans la réalité. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.